Alors que les négociations entre les États-Unis et l'Iran patinent, Donald Trump a sollicité cette semaine l'aide de la Chine pour inciter Téhéran à conclure un accord. Mais il l'a répété ces dernières semaines. Faute d'entente, de nouvelles frappes dévastatrices pourraient être menées sur l'Iran. Le président américain affiche toujours sa détermination à neutraliser la menace que représente, selon lui, le programme nucléaire iranien, un programme que Téhéran compte à tout prix conserver. Les Iraniens avaient pourtant accepté en 2015 de le placer sous contrôle international avant que Donald Trump ne déchire cet accord, le fameux JCPOA. L'un des négociateurs clés de cet accord à l'époque est notre invité ce soir, Robert Malley, ancien envoyé spécial américain pour l'Iran sous Joe Biden, ancien conseiller aussi de Barack Obama et de Bill Clinton, aujourd'hui chercheur associé à l'université de Yale aux États-Unis. Merci beaucoup Robert Malley d'être avec nous ce soir sur France 24. Tout d'abord, l'actualité de la semaine, cette visite de Donald Trump en Chine, avec pour objectif, on l'a vu, d'obtenir de Pékin une intervention auprès de son allié iranien pour la réouverture du détroit d'Ormuz et la conclusion aussi d'un accord global avec l'Iran. Donald Trump est apparu en position de faiblesse, on peut le dire, face à Xi Jinping. Votre regard tout d'abord sur cette séquence ? Tout d'abord, il n'est même pas clair que ce que les États-Unis ont demandé à la Chine, et le président et le secrétaire d'État ont démenti, ont nié avoir demandé quoi que ce soit à la Chine. C'est soit une indication qu'ils disent vrai, soit qu'ils ont demandé, qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause. Que peut faire la Chine ? Je veux dire, l'Iran a clairement dit qu'ils sont prêts à ouvrir le détroit d'Ormuz si les États-Unis lèvent le blocus et s'ils mettent un terme à la guerre, chose que les États-Unis n'ont pas acceptée parce qu'ils veulent des concessions sur le domaine nucléaire en même temps. Donc nous sommes dans l'impasse. Nous sommes dans une situation aujourd'hui de ni guerre ni paix, mais hélas, énormément de victimes, des victimes à travers le monde qui manquent de ressources énergétiques, qui manquent d'engrais et donc qui risquent de confronter la faim. Et donc je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est évidemment de cesser cette guerre illégale, injuste et sans objectif précis, rouvrir le détroit d'Ormuz, et puis après ils peuvent négocier les questions nucléaires, qui d'ailleurs ne devraient jamais avoir été au cœur du débat puisqu'elles avaient été résolues plus ou moins en 2015 et que nous sommes aujourd'hui en train de les renégocier à cause de, comme vous l'avez dit vous-même, à cause de la décision unilatérale du président Trump de déchirer l'accord. Donald Trump se montre régulièrement optimiste quant à la conclusion d'un accord avec Téhéran. Dans le même temps, il répète aussi régulièrement qu'il peut anéantir l'Iran quand il le souhaite. Que pensez-vous de cette méthode de négociation par la menace ? Je pense que ce n'est pas vraiment une méthode de négociation, c'est un symptôme de frustration. C'est un président qui ne sait pas très bien ce qu'il veut. Je pense qu'il s'est vendu à lui-même, ou on lui a vendu l'idée que cette guerre pouvait être menée en quelques semaines, qu'il pouvait refaire à l'Iran ce qu'il avait fait déjà au Venezuela, qu'il pouvait faire plier l'Iran soit par les menaces, soit par l'usage disproportionné de la force. Lorsqu'il voit que ce n'est pas le cas, lorsqu'il voit que l'économie américaine en souffre, lorsqu'il voit que ses sondages en souffrent et que les perspectives du Parti républicain aux élections de mi-mandat en souffrent également, eh bien, il commence à être de plus en plus impatient, de plus en plus frustré. Et on voit d'ailleurs qu'il dit une chose et son contraire presque tous les jours. Un jour, c'est les frappes militaires, l'autre jour, la guerre a été remportée. Un jour, l'intérêt primordial, c'est de recouvrer les 450 kilos ou presque d'uranium hautement enrichi qui sont enfouis quelque part en Iran. Il dit que c'est la priorité. Et puis il a dit l'autre jour, oui, finalement, en fait, c'est une opération qui ne sert pas à grand-chose. C'est une opération de relations publiques, mais on y tient. Donc il faut que les Iraniens nous donnent à nous, Américains, ces 400 et quelques kilos d'uranium enrichi, ce que les Iraniens ne feront pas. Donc, il n'y a pas de stratégie logique, il n'y a pas d'objectif logique. Il y a cet instinct que le président a et qui lui a porté tort maintenant depuis plus d'un mois. C'est-à-dire qu'il pense que si l'Iran ne courbera pas l'échine lorsqu'on la frappe une fois, il faudra la frapper 2, 3, 4 fois. Je suis assez persuadé que les frappes qui suivront n'auront pas un plus grand effet politique sur la décision du leadership iranien que les frappes précédentes. Dans cette guerre asymétrique, les États-Unis et aussi Israël ont-ils sous-estimé la capacité de riposte de l'Iran ? Oui, bien sûr. Enfin, vous avez bien dit, c'est une guerre asymétrique. Moi, j'ai appelé ça une guerre asymétrique. C'est la première guerre de guérilla à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que l'intérêt pour le régime iranien, c'est la survie. La survie, c'est la victoire, alors que pour Israël et les États-Unis, ne pas gagner, c'est la défaite. Donc ça, c'est le premier principe vieux comme les guerres de guérilla. Mais en même temps, ils ont trouvé les points faibles. Ils ont pu s'attaquer aux points faibles de l'économie mondiale, de l'économie américaine.
C'est vrai qu'ils ont souffert énormément militairement, aucun doute. Si on regarde le bilan de cette guerre d'un point de vue militaire, on voit qui a gagné et qui a perdu. Mais si on voit le bilan stratégique, politique, économique, eh bien là, c'est beaucoup plus égal et il semblerait que le régime iranien soit prêt à encaisser des coups pendant longtemps, peut-être plus longtemps que le président américain. Vous l'avez dit, Donald Trump a fait des 450 kg d'uranium enrichi de Téhéran une véritable obsession. Il veut aujourd'hui négocier un nouveau deal sur le nucléaire iranien. On sait qu'il y avait le fameux accord sur le nucléaire de 2015, le fameux JCPOA que vous avez vous-même négocié personnellement. Donald Trump l'a qualifié de pire accord de l'histoire. Est-ce que vous avez le sentiment peut-être que tout cela est un grand gâchis ? C'est certainement un grand gâchis, nous n'en serions pas là. Je ne sais pas où nous en serions, mais pas là. Je pense que l'accord, avec tous les... Évidemment, on peut le critiquer. Aucun accord n'est parfait, sinon ce n'est pas un compromis, c'est un diktat. Et cet accord, comme tous les autres, n'était pas un diktat. C'était une façon pour les États-Unis et la communauté internationale. N'oublions pas, il y avait l'Europe, la Russie, la Chine, les Nations Unies, l'Union européenne qui ont négocié avec l'Iran et qui ont obtenu un accord qui se concentrait sur, à l'époque, ce qu'on pensait être l'essentiel, c'est être sûr que l'Iran ne puisse pas obtenir une bombe atomique, tout en sachant que peut-être il faudrait négocier un suivi de cet accord. Les contraintes les plus fortes seraient toujours en mesure aujourd'hui, toujours en vigueur aujourd'hui, jusqu'à 2030. On aurait eu le temps d'essayer de travailler à autre chose. Et au lieu de cela, on a vu le président déchirer cet accord de façon unilatérale alors que l'Iran, à l'époque, le respectait. Et depuis, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une hausse vertigineuse des capacités nucléaires iraniennes qui aujourd'hui font partie d'une connaissance et d'un savoir irréversible. Donc quoi qu'il arrive, quoi que les États-Unis et l'Israël feront, l'Iran conservera, le système iranien conservera ce savoir, ce réservoir intellectuel. Donc ils pourront reconstituer le programme un jour ou l'autre s'ils en ont l'envie. La seule solution, je pense qu'on a prouvé, parce qu'on a essayé les sanctions maximales sous la première présidence Trump. On a cherché maintenant la voie militaire, deuxième administration Trump. Dans les deux cas, on a vu que le problème nucléaire n'a pas été résolu. La seule tentative qu'il a résolue, au moins pendant une période qui aurait duré au moins 15 ans, avec, comme je l'ai dit, la possibilité d'avoir un accord de suivi pour y suivre, eh bien, c'était la voie diplomatique. Je pense que le seul mérite du président Trump, c'est d'avoir validé et justifié la préférence pour la voie diplomatique. Le New York Times estime que le stock d'uranium enrichi accumulé par Téhéran depuis justement le retrait américain du JCPOA est de 11 tonnes. C'est Donald Trump donc, qui a poussé le régime iranien à se radicaliser. Certainement, il a poussé le régime, c'est-à-dire la fin de l'accord et l'imposition de sanctions maximales sur l'Iran, a poussé le régime à essayer de renforcer son propre levier dans les négociations. Et son levier, c'était son stock d'uranium enrichi, c'était ses capacités de centrifuge qui enrichissent l'uranium, c'est tout son système nucléaire. Il l'a fait d'abord parce sans doute il hésitait pour savoir est-ce qu'il voulait un jour ou l'autre obtenir une bombe, mais il l'a fait surtout parce qu'il lui fallait un levier pour négocier la fin des sanctions américaines. Ce levier, c'est le programme nucléaire, ce qu'il voulait échanger pour le retrait des sanctions. Donc oui, il est sûr que le programme nucléaire iranien tel qu'il a été développé, avec l'enrichissement de l'uranium, avec les connaissances acquises par l'Iran, c'est le legs principal des deux mandats du président Trump. On parle très peu de la population iranienne dans tout cela. Est-ce que vous avez le sentiment que la stratégie de Donald Trump vis-à-vis de Téhéran a affaibli ou au contraire a renforcé ce régime et donc étouffé la contestation iranienne ? Je pense que c'était un peu trop tôt pour le dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, évidemment, si vous étiez un Iranien, citoyen iranien, ce n'est pas aujourd'hui que vous alliez manifester dans la rue. Vous ne savez pas qui va vous tuer. Est-ce que c'est le régime? Est-ce que ce sont les bombes israéliennes ou américaines? Donc, chacun se terre chez soi. Est-ce que cela veut dire que le régime a plus de soutien aujourd'hui qu'il y a 1 ou 2 mois? Ça, j'en sais rien. Mais certainement, une fois la guerre terminée, eh bien, le régime va avoir des comptes à rendre. Parce que comment est-ce qu'il va pouvoir pouvoir aux besoins économiques, sociaux, politiques de la population iranienne? Donc, dans un sens, tant que la guerre dure, eh bien, le régime il a tous les arguments en sa faveur pour dire il va falloir réprimer la contestation, il faut la main forte, il faut que les services de sécurité tiennent le haut du pavé parce que c'est eux qui vont nous protéger. Une fois la guerre terminée, eh bien, je crois que la situation sera beaucoup plus complexe pour un leadership iranien
qui a été secoué et qui aujourd'hui, évidemment, fait face à une crise économique, politique et sociale extrêmement importante. C'est pourquoi, pour ce régime, il est très important d'obtenir en échange des concessions sur le détroit d'Ormuz et sur le programme nucléaire, des garanties sur le plan économique, sur le plan du retrait des sanctions et peut-être d'un aménagement de la circulation sur le détroit d'Ormuz qui lui rapporte un peu d'argent. Évidemment, ça c'est un sujet très controversé, mais si je me mets à la place des dirigeants iraniens, c'est une des priorités, c'est d'être sûr qu'il y a au moins une manne économique réaliste à la fin de la guerre, parce que, encore une fois, ils ont souffert et vont souffrir économiquement de façon extrêmement sévère. Merci beaucoup Robert Mallet d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Au cœur de l'info.